Alors, avant d'évoquer le Togo, docteur, où vous vouliez un peu tacler Oui, je tacle mon David et je tacle Johannes. Moi, je crois qu'il y aura un pro-Gbagbo qui sera candidat contre Soro. Et ça va être très dur parce qu'effectivement, il était à Abidjan. Vous voyez comment les gens... si on ne libère pas Gbagbo maintenant, qu'on attend dans 1 an, on le libère à quelques mois, vous aurez un candidat pro-Gbagbo qui va dire, ah bon, voilà, tout ça. Bon, de toute façon, je vous l'ai dit, je crois que il y aura au moins 3 candidats. Mais il y a aussi scission dans le clan Gbagbo. Oui, bon, il y a scission, mais bon, il y a l'aile. Et puis l'autre aile qui vous savez, dès que c'est comme au Congo, dès qu'on va libérer Gbagbo, vous allez voir, tout le monde va accourir. En Afrique, c'est comme ça. Tout le monde va accourir. C'est pas Gbagbo qui va se présenter encore, mais ils vont dire, bon, Gbagbo n'a qu'à choisir quelqu'un pour affronter Soro. Alors, Soro, le point faible, c'est son passé quand même de chef de guerre. De chef de guerre. Qui, et David l'a évoqué, qui a fait que maintenant, il n'y a qu'un camp qui est vraiment à la CPI. C'est ça qu'on a reproché au camp. Moi, si j'étais à leur place, aussi bien Ouattara que Soro, j'aurais envoyé quelques menus frétés aussi à la CPI pour compenser un peu. Maintenant, on dit, ah bon, c'est le camp Gbagbo seulement qui est en prison, on n'a pas fait de procès à aucun des partisans de Ouattara ou de Soro. Et ça va jouer quand même un peu contre nous. Et ça pourra aussi justifier le fait qu'au niveau de la communauté internationale, Soro ne soit pas l'homme idéal. Oui, exactement. Parce qu'au niveau, on doute, mais je crois qu'au moment venu, ils sauront quand même jouer les cartes. Mais moi, je pense que, étant chef de guerre, pour pouvoir véritablement stabiliser le pays, d'accord, on pourra lui donner le crédit, d'accord, pour qu'il dise à ces éléments d'hier que, bon, voilà, vous voyez, ce qu'on recherchait maintenant, on a le pouvoir et calmez-vous. Mais toutefois, il y a aussi certains facteurs qui risquent aussi de jouer contre lui. Mais toutefois, on laisse voir, comme le docteur l'a dit, peut-être que d'ici là, c'est le c'est dans 2 ans. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Le Togo, maintenant, l'opposition, la C14 du moins, a tenu ses meetings dans le nord du pays. C'est vrai que ce n'est pas un sujet, mais ça devient un sujet parce que David Jagavi, on sait tout ce qu'il y a eu derrière. Ces meetings qui ont été prédits par certains comme des échecs ont révélé forcément que la C14 a encore des ressources pour pouvoir mobiliser. On a vu un peu les différentes mobilisations dans les villes où cette coalition était passée, Bafilo, Sokoté, Mango, qui ont été des villes mises en quarantaine depuis très longtemps. Ça a démontré à suffisance aussi la capacité de la C14 de pouvoir encore mobiliser. Depuis un moment, on a senti une certaine fébrilité dans les différentes stratégies de mobilisation à Lomé, comme dans certaines villes, avec les différents appels aux meetings qui ont été lancés par la C14. Les populations de ces différentes villes ont voulu témoigner leur adhésion et leur soutien à la politique menée par cette coalition et ont accepté de venir écouter les messages de ces responsables politiques. L'appel ou la désolidarisation du PNP n'a pas porté un grand coup à cette... C'est finalement un échec du PNP aussi. Est-ce qu'on peut parler d'un échec? Moi je dis non, parce que le PNP n'a pas appelé au boycott. Le PNP s'est désolidarisé. Mais dans son communiqué, il a quand même dit que ces militants n'ont pas à s'associer à ces meetings. Est-ce qu'on peut aujourd'hui identifier les militants du PNP dans le lot, dans la masse qui a fait le déplacement pour aller écouter les responsables de la C14? Non. Le PNP a dit je me désolidarise. Ça ne peut pas dire qu'il a appelé au boycott. Aujourd'hui, et c'est en cela je voulais aussi féliciter le gouvernement qui a compris la nécessité de libéraliser les différentes organisations de ces meetings et qui a permis aussi à ces populations d'aller à ces meetings pour écouter les messages des leaders. Le gouvernement a pris une très bonne décision qui prouve à suffisance aussi peut-être sa volonté d'aller vers une accalmie de la situation. Johannes, avant d'entrer en studio, je lisais une interview du chef de file de l'opposition qui m'a fait sourire et il disait ces meetings lui ont permis de noter qu'il n'y a aucune arme qui circule dans ces villes-là.
Je n'aimerais pas quand même se prononcer sur les déclarations du chef de file. Vous savez. Mais c'est important quand il le dit dans une ville où on avait dit pendant longtemps qu'il y avait des armes en l'air, où on a tenu des meetings, il n'y a eu aucun petit souci là. C'est une déclaration populiste. Il a fait quel travail sur le terrain. C'est ça aussi, d'accord. La crainte du gouvernement, c'était que toute activité politique de l'opposition donne lieu peut-être à des violences parce qu'il y a des armes. Politique qui fait un meeting. Bon, David parlait tout à l'heure de mobilisation. Bon, je ne sais pas ce qu'il met dedans, ce qu'il met vraiment dedans. On a vu quand même les images. Les gens sont sortis massivement pour écouter le message. Monsieur, tu es journaliste. Oui, je parle des images que j'ai vues quand même. On a vu les mobilisations dans ce pays. On a vu. Oui, mais c'est des meetings. C'est des meetings, c'est pas des marches. Le 19, on a vu les mobilisations que la coalition, quand les opérations étaient vraiment lancées. Mais ce qu'on a vu l'autre fois, mais franchement. C'est des meetings. C'est des meetings. Oui, même on a vu aussi les meetings dans ce pays. Comment les gens. Qu'est-ce que vous avez vu? Comment les gens. C'était pas plein. Le stade n'était pas plein. Ce n'était pas le tout plein. Non, il a vu les images. Comme toi, si tu as vu les images, Samuel aussi a vu, je l'ai aussi vu et analysé. Bon, là n'est pas le problème. Vous savez, c'est la même chose, c'est le même refrain. Maintenant, revenons aux choses essentielles. C'est vrai, ils sont allés dans ces villes-là, d'accord. Le gouvernement a compris, d'accord, dans sa bonne foi, qu'il faut véritablement lever l'embargo, d'accord, sur ces villes. C'est quand même une démarche à saluer. Donc, il faut quand même s'en féliciter parce que quand même, ils ont compris que notre constitution garantit quand même à tous les citoyens, peu importe le bord, d'exprimer, d'accord, ce qu'ils ressentent. L'opposition a quand même tout son droit de le faire. Il a fait quand même dans ces villes. C'est tout à fait normal que le chef de l'opposition dise qu'il n'a pas vu les armes, tant mieux. D'accord, mais toutefois, je pense que il dit qu'il ne peut pas la mobilisation. Il ne pense pas qu'il y a des armes là. La véritable question reste là. Comment est-ce que nous capitalisons tout ça? On va revenir sur ça. Docteur Iou, vous avez vu peut-être aussi les images. On voit des populations dans le Nord qui ont soif d'écouter la coalition qui l'a réclamé en quelque sorte. Vous savez, moi, pour moi, c'est vrai. Vous allez peut-être trouver que je suis trop dur. Moi, je trouve que c'est des gamineries. Qu'est-ce que... des meetings? Non, qu'est-ce que les gens sont partis dire? Parce que j'ai cru entendre qu'ils sont encore partis dire aux gens, retour à la Constitution de 1992, alors que ce n'est pas possible juridiquement. Il faut passer par le Parlement ou un référendum. Et s'il faut que le président ne se présente pas en 2020, je ne sais pas s'ils ont dit ça aussi. C'est parce qu'on leur a dit, mais c'est toujours la même chose. Mais ça fait un an. Ça fait presque un an. Au 19 août, on aura un an qu'on marche. On leur avait dit ici, sur ce plateau, aux amis, aux patients, que concentrez-vous sur l'essentiel. L'essentiel, c'est de présenter quelque chose de potable pour pouvoir battre Faure Gnassingbé. Pas nécessairement Faure Gnassingbé en 2020, mais pour pouvoir remporter les élections législatives en 2018. Et ce n'est pas fait. En 2018, moi je crois qu'il y aura des élections en 2018 ou début, et qu'il y aura des élections, et que si on ne sait pas faire, si l'opposition ne sait pas faire, UNI va avoir encore la majorité absolue à l'Assemblée. Et c'est ça qui est essentiel. Il faudrait qu'on explique à la population, voilà, présenter un programme consistant à la population. Et je suis heureux qu'on a donné l'opportunité à tout le monde d'écouter les manifestations. Sauf que pour le 28, ici, le gouvernement a interdit la manifestation pour des raisons que vous connaissez. Il y a 26 chefs d'État qui vont arriver en 2 jours d'intervalle. Et sur ce problème, c'est un problème sécuritaire que nous connaissons ça aussi on critique, parce que Bruxelles accueille tous les ans des rencontres de chefs d'État, on n'interdit pas des manifestations. Oh non. On a des policiers aguerris qui peuvent encadrer des manifestations de façon professionnelle. C'est pas la même chose. À Bruxelles, c'est les chefs d'État démocratiquement élus. Ah là, vous touchez un point. Non, qui vont à Bruxelles, c'est Macron. Il y en a beaucoup qui ne sont pas démocratiquement élus. Non, c'est Macron. Dans notre sous-région, je vais vous donner les chefs d'État de la CEDEAO. Je n'ai pas dit ça, mais je vais vous donner un exemple pratique. Si Boari va arriver à Lomé,
vous avez au moins 100 policiers nigériens qui sont dans la capitale. Si Biya, comme il y a la CEA qui va venir, va arriver à Lomé, c'est au moins 200. C'est les mal élus, ça. Non, ils ne sont pas mal élus, mais Boko Haram en veut à Bouhari, Boko Haram en veut à Paul Biya, donc il ne faut pas qu'il lui arrive quelque chose. La sécurité togolaise est tellement occupée pendant cette semaine qui va venir, que je vous assure, si je suis à leur place, je vais interdire aussi. Alors, David Diakwavi, Yohannes introduisait un débat, c'est vrai qu'on a fait des meetings et on dit que ça a été bien fait, que c'est réussi, mais comment on capitalise ça dans le compte de ce qu'on réclame? Les objectifs. Voilà. Je pense quand même que ça fait partie des différentes stratégies mises en place par l'opposition pour partager le contenu des différents messages politiques avec l'ensemble de ces militants et sympathisants sur toute l'étendue du territoire. L'opposition... Est-ce qu'on ne leur a pas dit ce qu'elles savent déjà à ces populations? Parce qu'il n'y a pas eu du nouveau qu'on soit allé leur servir. C'est quoi le discours, David? Aujourd'hui, il y a du nouveau. Il faut dire David 2. Aujourd'hui, il y a quand même du nouveau. Parce qu'on attend tous la feuille de route de la CEDEAO. Si la C14 répétait les mêmes choses et qu'il n'y avait rien de nouveau, la CEDEAO n'allait pas s'impliquer dans la gestion ou dans la résolution de la crise. Aujourd'hui, le 31 juillet, les 7 millions de Togolais seront attentifs à la feuille de route qui va être proposée. C'est déjà un acquis. C'est déjà un acquis. Donc cela doit être expliqué à la base. Cela doit être expliqué par la C14 à l'ensemble de la population. Et déjà, des positions sont sortis des deux principaux camps politiques de ce pays. L'opposition dit sa position, le parti au pouvoir dit également sa position. Les Togolais qui sont au milieu attendent de voir ce qui va être proposé par la CEDEAO pour justement sortir de cette crise. Donc c'est déjà un acquis. Il y a que pendant très longtemps, les populations de ces 3 villes ont été coupées des contacts directs avec la C14. Et à la levée de l'embargo, la C14 a estimé retourner vers ces populations. Tester la bonne foi du gouvernement. Pour leur faire comprendre que, au-delà de tout, nous vous portons encore dans nos cœurs. Nous sommes attentifs à vos réclamations. Aujourd'hui que le gouvernement nous a autorisé à reprendre nos manifestations dans ces villes. Vous avez été les premières villes qui ont été choisies. C'est un message assez symbolique, assez fort, et c'est ce qui a déterminé cette mobilisation que les populations... Mais il y a quand même un point peut-être qui est assez inquiétant, c'est-à-dire on va vers ces populations, comme vous le dites, pour leur transmettre ce message, mais au même moment, je ne sais pas si on leur a posé des questions, mais qu'est-ce qu'on a pu gagner en 11 mois? Où est le nouveau? On a manifesté, peut-être des gens sont morts. Aucune virgule n'a bougé dans la Constitution, qui était la principale revendication. Et même sur les personnes détenues, il y a un jeu de ping-pong entre les deux camps. Donc pratiquement, on est au point de départ. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'ensemble des Togolais attendent? C'est la tenue du sommet de la CEDEAO. Oui, mais on n'était pas parti au départ sur le sommet de la CEDEAO. Oui. S'il y a sommet et qu'on doit parler du Togo, c'est un échec pour les deux camps. Ils n'ont pas réussi à s'entendre là. Ça, nous sommes tous d'accord. Il y a les deux camps, on l'avait dit, sont braqués sur leur position. Mais quand deux adversaires se disputent et qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, il faut un troisième, il faut un arbitre pour venir les départager. Et la proposition de la CEDEAO a été accueillie par les deux protagonistes, justement. Aucun des deux protagonistes n'a dit non, nous ne voulons pas de la médiation de la CEDEAO. Les deux se sont accordés pour dire nous voulons de la... C'est déjà un acquis. Alors aujourd'hui, si on en est arrivé là, c'est parce que les deux formations, les deux camps ne veulent pas bouger d'un iota. La responsabilité n'est pas seulement à être incombée à l'opposition ou au parti au pouvoir. Si les deux avaient accepté de faire des concessions, le peuple togolais que nous composons, nous aurions pu sortir de cette situation depuis longtemps. Comment pouvez-vous comprendre que unir et l'opposition refusent de penser à l'intérêt général du peuple togolais? C'est quand même inadmissible. C'est nous qui composons l'électorat de cette deux formations. Quand même, sur ce dernier aspect, je pourrais partager. Mais je étais d'accord avec moi. Non, mais je dis, en termes de capitalisation, on ne voit rien. Je suis désolé. Quand on parle on capitalise quelque chose, ce qui seront les faits, qu'est-ce que ça donne? Depuis 11 mois, qu'est-ce que ça a donné? Rien n'a encore bougé. C'est pour ça que je dis, ton dernier point, je suis d'accord. Moi, j'ai l'impression que, bon, voilà, les gens, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Mais voilà, ils sont en train de tourner autour du tout. Maintenant, aujourd'hui,
Tout le monde attend la CEDEAO. Des solutions miracles. Docteur et moi, quand même, je crois, on l'a déjà relevé sur ce plateau que nous, on n'attend pas de solutions miracles de la CEDEAO. C'est ça. Tout le monde, on sent quand même un certain stress, d'accord, de tous les camps et tout ça. Et je crois que le ministre Barra, quand même, a lancé un message quand même récupéré d'une manière ou d'une autre que, d'accord, au lendemain de ce sommet-là, le 1er août déjà. Voilà, le 1er août, les cas doivent être revus. Ça, c'est un signal assez fort pour dire attention. Au lendemain de ce sommet-là, c'est que, bon, voilà, le pays doit avancer. Il parle aussi comme s'il était tellement sûr de ce que la CEDEAO va dire. Ouais, bon, mais il est ministre du gouvernement. Porte-parole même du gouvernement. Moi, par exemple, je ne suis pas du gouvernement, mais je suis sûr que ce que la CEDEAO va dire, ce sera un non-événement. Parce qu'on va dire aux Togolais, vous ne pouvez pas ne pas faire des élections. Maintenant, vous la date, c'est des détails. Que ce soit en novembre, en septembre, en décembre, ou en janvier prochain, il faut des élections. Et ce que l'opposition doit faire, comme le pouvoir le fait, c'est de préparer ces élections. On ne peut pas laisser indéfiniment un pays sans élections. Et la fois passée, il y a un politologue qui a dit, mais même en Syrie, il y a une guerre terrible. Il y a eu des élections législatives. Ceux qui ont les couilles, ils sont restés pour faire ça. Ceux qui n'ont pas les couilles, en Syrie, ce n'est pas la population qui conteste Bachar. Oui, mais si, c'est qui? C'est la population aussi qui conteste Bachar. Mais un pays ne peut pas rester sans institutions. On a la chance qu'au Togo, toutes les institutions fonctionnent. Il y a une crise. C'est une crisette que moi j'appelle ça, mais ça n'empêchera pas des élections d'avoir lieu. Et c'est tout ce qu'on a reproché à l'opposition, c'est de préparer quand même. Quand vous faites même une lutte, il faut avoir des réserves dans son sac pour savoir s'il y a des élections. Et on a fait la remarque ici. Il y a même, avant même août dernier, avant le 19 août, Faure Gnassingbé aurait pu dissoudre l'Assemblée nationale s'il veut. L'article 144 lui donne la possibilité de dissoudre l'Assemblée. Qu'est-ce que l'opposition va faire? Il faut 2 mois pour faire les élections. Donc vous êtes un parti politique. Vous savez que dans la Constitution, le président de la République peut dissoudre l'Assemblée nationale à tout moment. Il suffit qu'il consulte son Premier ministre, c'est dit dans la Constitution. Et qu'est-ce que vous allez faire en 2 mois? C'est 60 jours, c'est marqué dans la Constitution. Ou bien si le président de la République disparaît. Il faut faire les élections dans 2 mois. Tous les partis politiques d'un pays doivent être préparés à faire des élections dans 2 mois. Et justement, là, dans ce sens, hier, je crois, le professeur Magua Kwakoui, quand même, il est revenu sur ça et il disait qu'il faut aller aux élections. Donc, c'est clair que la CEDEAO, c'est que la CEDEAO ne peut pas dire, ne pas. La CEDEAO ne viendra pas du Togo. Vous n'allez pas organiser les élections. Mais la coalition a dit qu'elle n'a pas peur des élections. Je veux ajouter, du côté des élections frauduleuses. Non, laissez ça. Du côté du pouvoir, sachez que les gens ne dorment pas. D'accord? Les gens. Est-ce que la coalition dort? Oui, les gens, moi, je ne sais pas. Mais toutefois, mais j'ai l'impression que. J'ai l'impression que les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de chercher. Mais toutefois. Le docteur, si vous me permettez rapidement. Si vous me permettez. Et le docteur, ils sont en train de mélanger les gens. Non. C'est plutôt toi qui sais. Je ne crois pas que la question des élections prochaines au Togo divise la classe politique. Bon alors, donc il faut aller aux élections. La C14 est favorable à l'organisation des élections. Qu'est-ce qui divise? Autant que unir. Qu'est-ce qui divise? C'est le départ immédiat du chef de l'État. Non. Ce qui pose problème, c'est la représentation de l'actuel chef de l'État. L'opposition, la C14 est favorable. Unir est favorable. Je pense que l'ensemble des Togolais sont aussi favorables pour que des élections puissent être organisées dans ce pays. Laisse-le terminer. Le problème, c'est que Unir dit qu'il faut remettre le compteur à 0. Et Unir dit son champion, c'est l'actuel chef de l'État. L'opposition dit non. L'actuel chef de l'État, il a déjà fait 3 mandats, il ne pourra plus. Donc il faut quand même que la vérité puisse être rétablie sur ce point-là. Non, David, je vais t'interrompre. La constitution actuelle sur laquelle nous marchons, sur laquelle Fabre est élu chef de file de l'opposition, le mandat n'est pas limité. Donc Faure Gnassingbé a le droit de se présenter en 2020. Si vous ne mettez pas ça dans les... Maintenant, il peut refuser.
Il peut dire non. Et si les réformes ne viennent pas avant, c'est encore grave parce que on marche sur la Constitution. C'est la Bible de la politique. Et dans la Constitution qu'on a sous les yeux actuellement, sur laquelle tous ces chefs politiques qui parlent aujourd'hui sont élus, dit qu'il n'y a pas de limitation de mandat au Togo. Un point, un trait. Donc, en 2020, si vous allez convaincre le président de ne pas se présenter, c'est le rôle, c'est les discussions en dessous, de couloir, à l'Assemblée, de couloir, tout ça. Mais si vous exigez que le président ne se présente, si moi j'étais fort, je me présente en 2020, parce que la Constitution me donne le droit. Mais il y a quelque Maintenant, il peut ne pas se présenter si son parti désigne un autre candidat. Est-ce que la décision, est-ce que vous n'estimez pas que le chef de l'État actuel peut prendre la décision de finir avec cette crise? Oui, en disant quoi? En décidant de ne pas se représenter. Au-delà du soutien que son parti pourra lui apporter dans le choix du prochain candidat, le chef de l'État, en tant que président de cette formation politique, c'est arrivé dans le pays, en tant que président de cette formation politique, peut dire... parce qu'il est aussi un élément de la crise, autant que les différentes divisions qui opposent la classe politique, étant un élément de cette crise. Parce que j'aime mon pays, je décide de ne pas me représenter au sein de la formation politique unir. Il y a des compétences, il y a des valeurs. Il n'y a rien qui l'oblige, David. Rien ne l'oblige, non. Mais je dis, étant acteur de cette crise, parce qu'il fait partie aussi, il est aussi acteur. Autant que nous, en tant que Togolais, il peut estimer la nécessité de dire... Je ne vais plus me représenter en 2020. Cela ne veut pas dire que UNIR ne se représente. Non. David, justement pas. Mais au sein de la formation UNIR, il y a des compétences, il y a des valeurs sûres qui peuvent véritablement représenter. C'est leur problème à unir. Laissez les gens de unir. Ça, c'est une cuisine interne. Il peut le faire. D'accord? Sur ce point, je partage ta position. Le chef de l'État peut dire, ok, d'accord. Mais moi, comment je pense? Mais son parti lui dit non. On veut que tu ailles. Attends, c'est une cuisine interne, c'est au parti et au chef du parti, d'accord, dans le débat et de décider. Maintenant, il y a quelque chose, moi, qui m'embête personnellement dans ça. Nous sommes à 2 ans des présidentielles. On a l'actuelle Assemblée nationale, je crois qu'ils ont une session, je crois, demain, d'accord, le mandat finit le 19 dans un mois. D'accord, donc ce qui tient la priorité de l'heure aujourd'hui, c'est les législatives. Qu'est-ce qu'on en dit? Moi, je veux qu'on pose réellement sur la table les débats des élections. Comment est-ce que nous allons organiser ces élections? Est-ce que ensemble, nous, avec la CENI, vous allez voir, depuis que la CENI, les gens sont là-bas en train de trimer, en train de chômer. Ils attendent que la classe politique arrive, d'accord, à un consensus, arrive à dégager un certain nombre d'initiatives pour leur permettre de tomber. Jusqu'à présent, personne n'a pas... Moi, c'est pour ça que je dis... ces élections pourront être organisées. Justement, c'est ça qui est important. Est-ce qu'on doit attendre que le chef de l'État, que M. Fonassimé déclare d'abord en 2020, je n'y vais pas, avant de venir s'attaquer aux législatives? Les prochaines élections que le Togo va organiser, c'est 2 choses que je pense à la suite, on organisera la présidentielle. Mais est-ce que les conditions sont réunies aujourd'hui pour que la CENI puisse véritablement travailler? Oui, il faut les réunir. Discutons de ces conditions. David, c'est au niveau de la CENI. C'est au niveau de la CENI. Est-ce que les conditions sont réunies pour que ce sujet puisse faire partie des sujets de la coalition, tout porte à croire que tant que peut-être le chef de l'État, M. Fonassimé, ne dit pas qu'il quitte le pouvoir en 2020, donc rien ne va avancer. Mais c'est quoi l'urgence qu'il nous dit aujourd'hui? C'est qu'il nous dit ce sont les législatives. Non. On va parler. Je vais poser une question à David. David, si le président Fonassimé dit aujourd'hui, je ne me présente pas en 2020, est-ce que les conditions pour organiser les législatives avant décembre sont réunies? Vous dites que ce n'est pas réuni. Il y a quoi? S'il y a la volonté, si le gouvernement veut véritablement que les prochaines élections soient organisées dans de
très bonnes conditions, le gouvernement a les moyens de le faire. Mais et pourquoi tu veux que... Nous avions vu un peu la précipitation avec laquelle la CENI avait été mise en place et qui avait même Non, il n'y avait pas précipitation. L'actuelle CENI avait été mise en place et qui avait commencé déjà ces travaux. Est-ce que le gouvernement a le droit de décider unilatéralement de donner le pouvoir à la CENI de lancer le processus électoral? David, tout le monde sait la carte politique, tout le monde sait que cette année, on doit avoir les élections. Mais est-ce que les conditions sont réunies pour ça? Quelles conditions? C'est la CENI, David. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la CEDEAO qui a obligé le gouvernement congolais. Qui a obligé le... On doit, les acteurs politiques savent que ce n'est pas moi, David, les élections doivent être organisées. C'est les facilitateurs. C'est parce qu'il y a et le chef de l'État qui ont dit au gouvernement arrêtez le processus. Oui, c'est parce qu'il y a un dialogue. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est parce qu'il y a un dialogue. Ils ont dit ils vont venir la semaine prochaine. C'est parce qu'il y a un dialogue qu'on a dit d'attendre un peu, mais il n'y a rien à faire. Ils ont demandé pas d'arrêt. Oui, mais la suspension, on a dit que ça doit avoir lieu. C'est électoral. Oui, mais la suspension est différente. Oui, mais ça va être... quand même que au niveau de la coalition, oui, mais ils ont estimé que la CENI a suspendu, mais que ZTS continue de travailler. C'est normal, puisqu'on ne peut pas ne pas... De toutes les façons, si c'était 2 mois... C'est normal. On est en août. On est arrivé à la fin de... Non, mon ami. Attends, je demande... Moi, ma position est... On va calmer le... David, on est arrivé à la fin de l'émission. Je me range derrière. Merci à David Jagbavi de Il va arriver. Merci à Yohannes Sankoli, Republic of Congo, et au docteur David Pelfes. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Ok, à demain.